à 18h33, on va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Merci donc d'être là, que ce soit en présentiel, mais aussi en distanciel, comme on dit, sur Zoom, peut-être YouTube, allons savoir. En tout cas, c'est connecté. On va commencer comme toujours cette session du lundi soir, session du calme mental par ce qu'on appelle le refuge. Donc, vous êtes nouveau, on va dire. Donc vous avez vu, c'est ce que l'on fait au début d'une pratique. Alors pour vous, c'est carrément complètement neuf. Dans la tradition bouddhiste, quand on dit prendre refuge, ça signifie, on pourrait on pourrait dire comme faire un souhait. On pourrait dire faire un souhait, ou alors plutôt, c'est comme c'est quand même un souhait très très profond qui consisterait à se dire intérieurement ou à vouloir intérieurement réaliser sa nature profonde. Du point de vue bouddhiste, quand on parle de nature profonde, c'est la nature de l'éveil, c'est la nature du Bouddha en fait. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier dans la tradition bouddhiste. Dans la tradition bouddhiste, il n'y a pas l'idée que le Bouddha, parce qu'on parle de lui comme figure historique, mais il n'y a pas l'idée que le Bouddha tout à coup soit devenu autre chose qu'un humain, comme s'il était devenu un dieu par exemple, comme s'il était devenu un surhomme. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que en fait, on pourrait presque dire qu'il est revenu à sa nature fondamentale. Et revenir à sa nature fondamentale, du point de vue bouddhiste, ça veut dire tout à coup être fondamentalement libre aussi, c'est-à-dire libre de tout ce qui va empêcher la pleine manifestation de toutes les qualités qui sont présentes en nous. Ça, c'est une chose importante parce que ça veut donc dire que quand on prend refuge, c'est pas qu'il y a l'idée de se diriger vers l'extérieur comme pour atteindre quelque chose ou comme pour devenir quelque chose. On pourrait presque dire qu'on n'a rien besoin de devenir vu qu'on est déjà. Mais maintenant, quand on dit on est déjà, du point de vue bouddhiste, ça ne veut pas dire que tel quel, si on s'asseye, eh bien voilà, tout est parfait, tout est fait, non. Ce que l'on veut dire par on est déjà, c'est-à-dire que notre nature fondamentale, on n'a pas besoin de l'améliorer, on n'a pas besoin d'avoir peur qu'elle se détériore, ça ne sera jamais le cas du point de vue bouddhiste. Alors bien sûr, je dis toujours du point de vue bouddhiste parce qu'on peut avoir différents points de vue sur cette question-là. Voilà, ici on est dans une approche bouddhiste de la pratique méditative, donc pour le coup je le précise, mais du coup on pourrait dire que quand nous sommes assis, si on était assis en pleine lucidité de ce que nous sommes, nous serions des Bouddhas pleinement réalisés déjà. C'est pour ça que le chemin est presque une espèce de chemin de retour vers soi-même. Mais quand on dit vers soi-même, là, on ne va pas du tout préciser ce vers soi-même. Parce que si on précisait le vers soi-même, ça voudrait dire que du coup, on irait vers quelque chose en pensant que « Ah, là, je suis en train d'atteindre ce que je suis vraiment ». En fait, on n'en sait rien. Volontairement, on n'a pas envie de mettre des mots dessus. Parce que si l'on revenait vers cette espèce d'idée du vers soi-même, finalement, on limiterait les choses. Alors que c'est plutôt une quête, c'est plutôt un chemin. Et le chemin apporte beaucoup plus que le but. C'est un peu comme si on avait un gigantesque paysage qui est de toute façon à la fois le paysage peut-être de cette planète qu'on peut parcourir encore et encore, mais de la même manière ce paysage intérieur, et on n'a pas forcément besoin de se dire « tiens, nous sommes arrivés ». Il y a plutôt quelque chose qui se découvre du fait même « hello Anne », du fait même de faire le chemin, du fait même de marcher en quelque sorte. Alors, quand je dis ça, c'est en rapport complètement à la pratique méditative. C'est-à-dire que la pratique méditative, d'une certaine façon, c'est comme marcher. C'est pas tellement différent que ça. Comme marcher dans le sens de l'exploration, dans le sens d'un exercice extraordinairement simple, comme marcher est extraordinairement simple. Bon, pour autant qu'on sache marcher et qu'on puisse marcher, on est d'accord. Mais à partir du moment où on marche, on pourrait dire que tout le monde marche. Et ça, c'est sûr. Et tout le monde va vers quelque part. Alors là, l'idée, c'est pas d'aller quelque part, c'est d'abord d'essayer de voir ce qui se passe du fait même de marcher. Est-ce qu'on peut marcher en pleine conscience? Est-ce qu'on peut marcher en pleine possibilité de découverte de qui nous sommes, de ce qui est en train de se produire du fait même de marcher?
Est-ce qu'on a absolument besoin d'un but, ou alors est-ce qu'au contraire, quand on n'en a pas un, est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'on a vraiment envie de tout à coup tout matérialiser pour nous rassurer, etc. Qu'est-ce que produit en nous le seul exercice de la marche, le seul exercice de l'exploration? Alors j'utilise ici la marche comme une image, mais en définitive, la pratique méditative, c'est un peu ça, dans le sens où la pratique méditative est redoutablement simple, on pourrait dire. Redoutablement parce que cette simplicité est redoutable. On fait rien de spécial, on n'est rien en train de produire, on n'est pas en train d'acquérir des moyens super extraordinaires qui vont nous permettre de modifier telle ou telle chose, non. On fait quelque chose d'hyper simple, comme est hyper simple le fait de marcher sur Terre, hein. C'est pas autre chose. Donc là, on fait que respirer, on fait que être assis, pourrait-on dire. Donc l'exploration, ben, en fait, l'exploration, elle va se faire à l'intérieur même de cette simplicité. Elle ne va pas se faire dans la recherche d'une sensation qu'absolument nous devrions pouvoir faire, par exemple. Elle va simplement se faire dans un espèce de rapport avec nous-mêmes, un rapport très très simple, mais un rapport qui en même temps est un rapport d'une grande vérité. C'est peut-être ça aussi, prendre refuge finalement, ou aller, c'est pour ça qu'on commence par cette prière, on commence par cette intention, c'est comme l'intention d'une découverte, on pourrait dire comme l'envie de se mettre en chemin, on pourrait le comprendre comme ça. Après, éventuellement, à force de faire l'exercice, ça peut prendre un sens plus précis. On peut voir des contours commencer à apparaître, mais on n'a pas besoin de les mettre tout de suite, les contours, d'autant plus quand on commence. Quand on commence la pratique méditative, c'est bien juste d'être dans le commencement, d'être dans l'expérience de ça. Alors, l'expérience de ça, des fois, elle est très extraordinaire, puis des fois, elle n'est pas du tout extraordinaire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de nous voir être dans l'expérience, quelle qu'elle soit. Peut-être qu'on attend des choses, et on peut découvrir qu'on attend des choses. On peut découvrir que il nous faut absolument intervenir. On peut découvrir que tout à coup, le temps est très très long si on ne l'occupe pas. On peut au contraire avoir l'impression qu'on est environné d'une foule de pensées qu'on n'a même jamais vues. Et il peut y avoir toutes sortes d'expériences. Tout est une expérience. Si ça se passe bien, c'est une expérience. Si c'est très inconfortable, c'est aussi une expérience. Alors évidemment, on a toujours des souhaits. On préfère une expérience dite favorable. Et puis on préférera éviter une expérience dite non favorable. Mais on peut faire aussi l'expérience du caractère transitoire de l'expérience. Transitoire, c'est qu'elle change. C'est de se rendre compte que finalement les choses sont plus mobiles, sont plus fluides qu'on l'imagine. Tout cela fait partie du chemin, tout ça fait partie de la découverte. Et puis pour faire la découverte, pour faire le chemin, on s'appuie sur des instructions qui existent, qui sont données, qui sont rappelées petit à petit au compte-gouttes. Là, on est plutôt dans un exercice pratique, donc il n'y aura pas beaucoup de théorie. Il y a juste, voilà, ces quelques mots que je dis ici. D'ailleurs, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est quelques mots pour comme nous mettre en condition. C'est des mots volontairement un peu vagues aussi, parce que en tout cas, moi, j'ai pas trop envie de délimiter le contour. Je trouve plus intéressant de se mettre dans la situation. Mais c'est parce que c'est aussi comme ça que souvent on apprend. Euh, Moi, me rappelle ma rencontre avec la Matenzong il y a très très longtemps, hein. Aujourd'hui, pour vous qui ne me connaissez pas, je m'adresse ici, pour vous qui êtes sur Zoom, sachez, je m'adresse ici principalement à 3 personnes nouvelles que je vois pour la première fois. Donc, j'ai plus de 60 ans, donc je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque, il ne disait pas grand-chose en fait. Surtout, il était. Il était assez étonnant pour moi, mais d'abord, il était. Donc, il y avait comme l'idée de participer à quelque chose qui était, encore une fois, d'une redoutable simplicité. Et en l'occurrence, ça pouvait être l'aider à tenir une brouette ou couper du bois avec lui. Des choses très très simples. Et en fait, à travers ça, il y a des possibilités de découverte parce qu'il n'y a pas tout de suite l'étiquette qui est mise sur ce que l'on devrait expérimenter ou pas. Donc c'est plutôt
l'idée de se laisser la possibilité de découvrir, puis on verra bien quoi. Puis après, il y a tellement de livres, après, il y a tellement de choses, il y a tellement de théories qu'on peut ramener. Elles existent. Et puis après, il faut aussi faire son chemin là-dedans. Pas que tout cela nous encombre, mais plutôt que tout cela nous éclaire. Et tout ça est un chemin en soi. C'est-à-dire comment, après, intelligemment faire avec ces instructions, voir comment on précise, comment ça nous aide à nous orienter éventuellement. Mais toujours laisser une belle part, hein, une belle place à l'expérience. Euh, une expérience qui est collective aussi. C'est pas l'idée d'expérimenter tout seul dans son bocal, pourrait-on dire. Il y a l'écho des autres, il y a le chemin qu'on fait ensemble. C'est un peu comme quand on marche en groupe, ben on marche tout seul, mais on marche avec les autres aussi. Donc il y a quelque chose qui est encourageant aussi. Donc c'est pas juste un trip solitaire, pourrait-on dire. Euh, il y a quelque chose qui peut aussi être vérifié. Euh, on- Mine de rien, on regarde comment les autres font leur part. On apprend en regardant aussi, on apprend en étant avec les autres. Donc il y a tout ça. Donc voilà, bon bref, de toute façon c'est des mots, tout ça, pour vous accueillir en fait, tout simplement. Donc, en définitive. Alors on va commencer avec cette prière du refuge. Donc il n'y a pas besoin de réciter quelque chose de particulier pour vous. C'est juste peut-être une intention, d'ailleurs celle que vous voulez au départ. Et puis ensuite on rentrera, je donnerai quelques petites explications un petit peu plus précises sur comment faire techniquement. Et puis voilà, puis après on part dans la pratique. Sangye chö tang Chudang tsoge cho Saki no la chan Chananda chu pa Chanchu tu da Batu ne tia so che da ge chin so ge pe so nam ro la ben chir sangye tu pra shu sim chen tam che de wa tang de ve ju tang den pra ju ra chi dung al tang dung al ke ju tang ro wa ra ju ra chi Dungal mebe de wa dang ba dang men de wa ra ju ra ji. Nye ring cha dang nye dang del we dang nyam. Chen bo la na ba ra ju ra ji. Pal den ca we la ma ren pa ji. Da ge ji wa ra be me den jo la. Ka ten chen pe gan ne che sun de. Ko sum tu nge nga drum tal do sol. Techniquement parlant, et vraiment en restant très très simple, on pourrait dire qu'il y a deux aspects de la pratique. Il y a un aspect qu'on appelle pacification ou shiné, et shiné qui veut dire en fait simplement pacifier l'esprit, sans pour l'instant trop préciser ce qu'on entend par l'esprit, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses, mais il y a quelque chose de l'idée de pacifier, comme un état pacifié et un état stabilisé. Ça, c'est ce qu'on appelle chiné. En sanskrit, on parlera de la pratique de shamatha. Mais bon, bref, ça, c'est des termes. Et ça veut simplement dire un état pacifié et stabilisé, pourrait-on dire. Pacifié dans le sens de... Ça ne veut pas dire que on doit faire en sorte qu'on n'entende plus une mouche voler. C'est pas l'idée c'est pas l'idée du calme absolu. C'est pas tellement ça. Euh, Ça peut être très agité et on peut être très calme. C'est pas l'idée de faire disparaître tout ce qui nous gêne. Il n'y a pas l'idée non plus de faire une espèce de vide intérieur. Pas du tout. On pourrait dire c'est comme dans l'idée de la pacification et de la stabilisation. La stabilisation, c'est comme notre capacité à être assez calme, assez présent, même au cœur de la tourmente, en fait. Et du coup, on se rend compte qu'il peut y avoir une qualité de calme très naturelle, même quand ça bouge beaucoup. En fait, c'est un peu comme si on est sur un bateau qui lui-même bouge beaucoup,
Et on peut être très paniqué par les mouvements du bateau, mais on peut aussi être assez calme avec le bateau qui bouge. Il y a toujours ces deux possibilités. On peut s'inquiéter énormément en train de se dire, nom de bleu, j'espère qu'on va s'en sortir. Ou espérons voilà, que oui, je vois la côte, elle est pas loin. Donc bon, bref, il peut y avoir toutes sortes de jeux intérieurement qui sont de l'ordre de l'inquiétude à l'égard de l'état plus ou moins agité qu'on constate. Et puis, il peut y avoir quelque chose d'assez stabilisé ou suffisamment stabilisé pour que le bateau bouge beaucoup ou qu'il bouge peu, c'est OK. On finit par pouvoir faire avec. Bon, ça, c'est la qualité de ce qu'on appelle chiner. Donc, à la fois cette pacification et cette stabilisation. Une forme de quiétude, pourrait-on dire. Une forme de quiétude dans le mouvement ou dans l'absence de mouvement. Mais une forme de quiétude. La deuxième, le deuxième aspect de la pratique, c'est ce qu'on appelle vipassana, ou vipassana, ou shlakton, bref, quel que soit le terme. En tibétain, on parle de shlakton. Shlakton, ça veut dire la vision supérieure, mais c'est pas supérieur par rapport à quelque chose d'inférieur. C'est même précisément voir quelque chose presque en plus. C'est un peu comme si tout à coup, dans cette barque qui bouge parfois beaucoup, parfois peu, et avec laquelle on apprend à vivre en fait, on apprend à reconnaître ses états, on apprend aussi à ne pas, peut-être à être assez confiant dans la possibilité de naviguer, en se disant que non, il n'y a pas de drame absolu, on ne va pas forcément se noyer, c'est bon. Les- on a une certaine aisance pour voir les choses, pour laisser bouger. Petit à petit, du fait de cette attitude, il y a une forme de sagesse qui peut se développer aussi. Il y a une forme de sagesse parce que la sagesse, elle vient de cette expérience. À force de regarder ce spectacle, parfois vécu comme un peu dramatique, ce spectacle intérieur des émotions qui s'élèvent, de nos perturbations, de nos agitations, de tout genre de choses, de nos agacements, de nos irritations. Il y a plein de choses qu'on va voir, en fait. Il suffit d'être avec soi-même pour qu'on commence à regarder, finalement. Mais à force d'être dans cette situation-là, il y a quelque chose où on finit par acquérir, oui, une forme de sagesse. Cette sagesse-là, c'est un peu la sagesse de la grand-mère à l'égard du petit enfant. Le petit enfant peut faire des crises extraordinaires, mais la petite grand-mère ou la grand-mère, elle n'est pas vraiment petite, mais la grand-mère, elle va avoir ben, tout le recul qu'il faut pour accueillir ça. Elle développe un regard très bienveillant, et en fait très sage sur la situation. Elle sait que rien n'est dramatique, elle sait que peut-être même il n'y a pas de barque vraiment qui est en train de tanguer comme ça. Elle finit par découvrir des choses qu'on ne voit pas au premier abord. Ça c'est Shakton, ça c'est Vipassana, ça c'est la vision supérieure, c'est-à-dire c'est la sagesse qui finit par comprendre profondément le jeu ou ce qui est en train de se produire dans ce mouvement, la nature c'est un peu comme si on comprenait la nature de ce qui est en train de se produire, la nature de cette scène. C'est quoi qui est en train véritablement de se produire? Qui a peur en fait dans cette histoire-là? Qui attend quoi? C'est quoi l'espoir? C'est quoi? Donc c'est pour ça que j'utilise l'image de la grand-mère, parce qu'il y a comme un accès possible au bout d'un moment, par expérience, à la connaissance de ça. Donc, on commence à déchiffrer, on commence à mieux comprendre ce qui est en jeu dans, dans ce que l'on observe, en fait. On pourrait dire que dans un premier temps, avec Chiné, c'est l'apprentissage de l'observation. Et puis dans un deuxième temps, c'est la sagesse qui découle de l'observation. Et c'est deux choses différentes, en fait. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on est confronté à la pratique du calme mental, des fois c'est pas du tout calme, des fois c'est bizarrement calme, on n'en sait rien, quoi. Disons, il faut expérimenter, il faut voir. Puis après, il y a une expérience qui découle de ça. Il y a une expérience qui découle de la connaissance qu'on finit par avoir de nous-mêmes dans cette situation, du fait de l'observation. Voilà. Donc, après, d'une manière plus simple et plus technique encore, on pourrait dire que tout ça peut s'observer
du seul fait d'être présent ici maintenant. Et dans cette présence ici maintenant, on peut s'aider d'un certain nombre de choses. On peut s'aider de la présence du corps, par exemple, qui lui est de toute façon là, ici maintenant. Donc, alors, on est plus ou moins présent avec le corps. Parfois, on oublie qu'on a un corps qui est là, mais parfois, on peut se souvenir qu'il est là. Donc, tout à coup, si il se rappelle à nous-mêmes, donc on peut se dire, tiens, je peux revenir dans cette simple présence du corps, ou on peut le faire d'une manière plus technique encore avec l'observation du va-et-vient du souffle, tout simplement. Et ce va-et-vient du souffle, c'est l'observation sensible de l'air qui est en train de passer par nos narines, tout simplement, en étant conscient de l'expiration, conscient de l'inspiration, et petit à petit en restant sur cette présence, sur cette sensation très simple, et en observant combien il peut y avoir des mouvements. On peut tout à coup partir de ce support et alors revenir à ce support de manière assez simple. Voilà. Après, on peut observer 15 milliards d'autres choses, mais disons dans un premier temps, ça peut largement suffire comme exercice, qui est un exercice donc de présence, d'être attentif, on pourrait dire aussi, et de conscience, c'est-à-dire conscient de ce qui est en train de se produire, conscient de nous, de nos attitudes à l'égard de cela qu'on observe, peut-être conscient aussi de ce qui est en train de s'élever en nous, ou conscient de notre difficulté, être conscient, à voir, quelle que soit l'expérience. Donc voilà, on va commencer avec des moments méditatifs assez courts, une dizaine de minutes, en restant sur l'observation, et pourquoi pas du va-et-vient du souffle dans un premier temps, tout simplement. On peut soit fermer les yeux, soit les garder ouverts, c'est égal. Ce qui importe, c'est de voir si ça nous aide en les fermant, si ça nous aide en les gardant ouverts. Mais l'idée est de rester sur le support, rester avec le support d'ailleurs, plus que sur, dans la seule présence de cette conscience du va-et-vient du souffle.
On fait une petite pause. Ça nous permet de changer de posture éventuellement. Ça nous permet de nous reposer de cet effort inouï qu'on vient de fournir. Ça nous fait du bien. Mettez-vous vraiment confortable, hein. Vraiment c'est important. 2, 3 coussins si nécessaire, pas de problème. Pardon? Ça peut être des fois bien d'en mettre plusieurs, je sais pas, ça dépend. Faut faire ces tests. Mais pour nous, le confort est important parce que sinon, déjà l'étrangeté du fait de rester assis comme ça, en silence, est telle que ça peut prendre trop de place, parfois. Puis après, si on a trop mal aux genoux, si on a trop mal au dos, n'importe, tout à coup, ça finit par nous encombrer. Donc c'est très important de se donner la liberté, parce qu'en plus, on a toute la liberté qu'il nous faut, donc de se donner la liberté, de trouver la posture qui est juste pour soi. De toute façon, soyons sûrs que la posture qui est juste pour nous un moment, après, ça sera une autre qui sera juste pour nous un moment, et encore une autre, et c'est complètement égal, il n'y a pas besoin que ce soit. Après, il y a une posture donnée. La posture donnée, c'est celle des jambes croisées, idéalement en lotus. De toute façon, ne rêvons pas. La plupart des gens ne tiennent pas cette posture. Mais évidemment, elle est enseignée. Avec peut-être un des points clés de cette posture classique, c'est la colonne vertébrale qui est droite. Donc ça, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que si au début on médite comme ça, tout voûté, c'est compliqué. Parce que déjà que c'est compliqué d'avoir une certaine qualité de présence, donc on pourrait dire de vivacité à l'égard de ce qui se produit en l'esprit, donc d'être conscient de ce qui se produit. Si en plus, dans notre corps, on est complètement relâché, c'est difficile. Ça va par contre parfois faire naître une forme de torpeur, de somnolence qui est pas aidante, étant donné qu'on essaie quand même de développer une qualité de lucidité. Si on devait donner une image classique, c'est l'image de l'eau, qui est naturellement troublée, parce qu'il y a toutes sortes de particules en suspension qui sont naturellement là. Et si on la laisse tranquille, la limpidité de l'eau elle-même va se révéler. Il n'y a pas besoin qu'on fasse quelque chose. Mais surtout, il faut qu'on la laisse tranquille. Et si on la laisse tranquille, elle décante. Et donc, si elle décante, tout à coup, elle va amener à rendre, ou plutôt, elle va tout simplement rendre visible sa propre limpidité, sa propre clarté. Donc, la posture, elle sert à ça. La posture, elle permet, on pourrait dire, de laisser l'esprit au repos, de laisser le corps au repos, mais c'est pas le repos pour le repos, c'est le repos qui va permettre de voir cette clarté. C'est un repos qui va nous permettre d'observer, en fait. Mais c'est pour ça que donc du coup aussi le confort de cette posture est important, parce que si on est complètement préoccupé par la posture, on peut pas laisser décanter. Donc si on veut pouvoir laisser décanter l'eau, laisser se reposer l'eau, il faut qu'on soit suffisamment confortable au départ. Puis ensuite, le support, c'est plutôt un rappel. C'est plutôt de l'ordre d'un pense-bête. On sait que nous respirons de toute façon, on sait qu'il y a là une expiration, on sait qu'il y a là une inspiration, et on revient à la présence de ça, qui se produit de manière très très naturelle. Donc c'est un rappel pour nous. C'est un rappel d'autant plus quand on est éventuellement parti dans une espèce de tunnel de pensée qui se construisent, de toutes sortes de choses qui nous préoccupent, etc. Ok, on revient, on va et vient du souffle. Mais rien n'est trop forcé. On n'est pas là à se donner des coups de bâton parce que zut, on a encore raté, zut, on est encore parti dans une distraction. Non, c'est pas grave. Dès que quelque chose est constaté, telle une distraction particulière, une fantaisie, une création mentale dans laquelle on est rentré, hop, tout naturellement, dès qu'on s'en rend compte, hop, on revient au support. On revient à cette présence très naturelle du souffle qui est là, tout simplement. Donc, oui, voilà.
Encore une petite pause. Une des instructions traditionnelles, c'est justement de faire de courtes sessions, mais plutôt nombreuses, pour éviter le côté tunnel où on peut rentrer parfois dans une longue méditation. C'est pas toujours une qualité. C'est une qualité si l'esprit est très clair. Dans ce cas-là, ok, on peut se maintenir dans, dans cette pratique autant qu'on veut. Mais au début, on va vraiment suggérer de faire de courtes sessions pour garder cette fraîcheur, pour prendre le temps d'observer. Et c'est toujours assez fascinant d'observer la respiration. Là où moi, ça me fascine, je sais pas, chacun faire ses propres expériences, mais ce qui me fascine, c'est la simplicité de la respiration. Je me surprends à me retrouver assez souvent beaucoup plus compliqué que la respiration elle-même. C'est-à-dire que la respiration, par exemple, on parle du décompte, de faire le décompte de 21 respirations, ou plus si on peut le maintenir. Et le décompte, c'est simplement se rendre compte qu'on a expiré, qu'on a inspiré, ça fait une, qu'on a encore expiré, qu'on a inspiré, ça fait deux, etc. Comme si on gardait le fil de ça. Et au moment de faire cet exercice, parfois ça peut me surprendre de voir être plus compliqué que la respiration elle-même. Elle se produit. Mais tout à coup, quand on se met à compter, on se demande si on compte juste, on se demande si, tiens, est-ce que là on a bien respiré, mal respiré, etc. Il peut y avoir toutes sortes de jeux, comme une espèce de jeu mental qui se produit. Et ce à quoi cela me fait penser, c'est que j'ai l'impression que je peux apprendre quelque chose de la respiration, apprendre quelque chose de sa propre simplicité, en fait. Euh, elle est, elle est presque plus simple que moi, dans le sens où elle est non discursive, elle est pas, il n'y a pas en elle-même quelque chose qui est jugeant, quelque chose qui veut bien faire. On se dit jamais, tiens, je veux bien respirer. Non, la plupart du temps, on respire. On se dit pas, tiens, là, j'ai bien respiré. Ah non, là, j'ai pas bien respiré. Non, on respire toujours. Et il y a quelque chose de très naturel. Donc, en fait, si on revient à l'observation de cela qui est tellement naturel, on peut apprendre quelque chose de ça. Quelque chose d'assez dépouillé, de complètement présent, de tel que c'est, de, voilà, non élaboré, très naturel. Alors que nous, on peut certainement arriver avec beaucoup de bagages, beaucoup de choses qui peuvent rendre ce simple décompte parfois assez complexe. Euh, oui, quoi, voilà, c'était juste une observation. On revient à quelque chose de toute façon de très simple dans l'exercice, effectivement. Ce qui peut faire apparaître d'autant plus, faire apparaître d'une manière assez vive notre complexité par rapport à cette simplicité. Simplicité de la présence du corps, simplicité de la respiration, par exemple. Ok, on poursuit l'exercice.
Encore une petite pause. Et puis au cas où ce serait trop bien, comme ça nous permet de pas trop nous attacher à la sensation hyper agréable dans laquelle on plonge. Non, ça c'est un peu un gag, mais dans le sens où ça nous ramène toujours à l'idée de l'exercice. On reste dans un exercice. On n'est pas, il n'y a pas l'idée non plus traditionnellement de vouloir cultiver une sensation en particulier ou une expérience en particulier. C'est plutôt toujours l'idée de l'exploration des expériences, plutôt que de vouloir favoriser une expérience parmi toutes celles qu'on peut faire d'ailleurs, tout simplement. Ça va? Ouais? Ok. Et pour vous qui avez plus l'habitude, ça va aussi? Oui. Bon, bien. Avec toujours cette exploration aussi du moment de pause, toujours une exploration intéressante. D'ailleurs, on parle dans les instructions, on parle de ne pas lâcher la corde de l'attention. Elle n'est jamais complètement lâchée en fait. On peut se retrouver dans des situations différentes, dans une situation, on pourrait dire, de pratique, on y met une intention particulière, on observe la posture, on observe le va-et-vient du souffle, puis ensuite ce moment de relâchement. Mais dans le moment de relâchement, on peut rester présent à ce qui est en train de se produire à l'instant même aussi, tout le temps. En même temps, il y a pas non plus une tension. Hein. Il y a pas l'idée de tout à coup devenir un être bizarre parce qu'on est sans arrêt en train de s'observer. Hein. On peut rester complètement, euh, bien sûr, naturel. On est tel qu'on est. De toute façon, on fait le chemin à partir de là où nous sommes, hein, tout le temps. C'est aussi l'intérêt, c'est d'inclure complètement ce qui est en train de se produire à l'instant même. Sinon, il faudrait toujours attendre le moment idéal pour méditer. Et le moment idéal, bah, c'est une construction mentale, le moment idéal. Il n'existe jamais. Je ne sais même pas ce qu'il est, le moment idéal. Il n'y a pas de moment idéal. Ou il n'y a pas d'être idéal. Il faudrait être comme ci, comme ça pour méditer. Non, on médite avec qui on est, avec notre capharnaüm, avec nos merveilles, avec nos parts d'ombre, avec ce qui est, de toute manière. C'est bien d'ailleurs d'avoir la possibilité d'être ce que l'on est, tout simplement. Et de toute façon, même cela que l'on est changeant. Donc, il n'y a même pas le risque de rester ce que l'on est. De toute façon, ça bouge. Sachez que vous avez aussi toujours l'espace de poser des questions si l'envie se présente. Hein. C'est toujours possible. Ok, on continue encore notre exercice.
Voilà, on est arrivé au terme de cette session. On va conclure par une dédicace qui est un souhait aussi, et une manière de prolonger aussi, de prolonger la pratique en faisant le souhait que toute cette qualité, cette richesse qui est touchée du doigt ou qui est développée, eh bien, puisse enrichir tous les êtres, tous sans aucune exception. Sonam de tam je ne tom ne nye be dranam bam je ne ke ga na je balam to bai se be zo le do wa do rai shu. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à cette pratique et bah, à bientôt. La prochaine fois qu'on se retrouve, c'est peut-être mercredi pour la pratique de Chenrezi. Il y aura aussi un enseignement. Vous avez peut-être repéré qu'il y a un petit changement de programme. Euh, En fait, ça vient du fait d'un quiproquo avec Acharya ce dimanche. Donc, ce mercredi soir, il devait y avoir la première séance de réflexion-intégration suite à l'enseignement d'Acharya sur l'ornement de la libération. Donc ça sera la semaine prochaine, ce qui fait que mercredi, il y aura un enseignement libre sur un thème, après la pratique de Chenrezi, donc Chenrezi 18h30, 19h15 environ, et l'enseignement 19h30. On verra. Je ne sais pas encore sur quel sujet je m'exprimerai, mais ça dépendra peut-être des envies. Si vous avez des envies particulières, vous pouvez aussi les exprimer sur les différents groupes WhatsApp. Et puis voilà. Bon, bref. En tout cas, voilà pour les rendez-vous futurs. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et prenez bien soin de vous. Toi aussi.